Bonjour et bienvenue à Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, une incursion dans l'univers de ce grand auteur, ce monument de la littérature québécoise, Michel Tremblay, à travers une œuvre que moi, personnellement, je ne connaissais pas avant que ma collaboratrice que vous commencez à connaître, Anne-Marie, amie, collègue Anne-Marie Ouellette, me suggère cette œuvre, Un ange cornu avec des ailes de tôle, donc un peu différent, peut-être des pièces de théâtre là, qui sont ce qu'on connaît le plus de Michel Tremblay. Ici, plutôt un roman autobiographique, peut-être aussi avec quelques éléments fictionnels. Je n'ai pas fait une recherche extensive sur l'œuvre, mais où on raconte vraiment cette enfance dans le Montréal des années 1960 qui est tellement riche et tellement précieux pour Michel Tremblay qu'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres. Donc, aussi, ce qui est intéressant peut-être ici, là, une œuvre très méta, dans le sens où on parle beaucoup, ou peut-être dans le cadre du podcast, là, une œuvre très méta, dans le sens où on parle du rapport à la lecture, ce que ça représente dans la vie d'une personne, puis ça a mené à des discussions très intéressantes avec Anne-Marie qui, justement... en fait, puis je vous laisserai le découvrir, mais où on n'a finalement pas ce même rapport, elle et moi, à la lecture, et le sien se rapproche peut-être plus de celui que Michel Tremblay décrit dans son œuvre. Voilà, puis c'est aussi très intéressant ce qui est décrit dans l'œuvre par rapport à l'imaginaire, cette capacité, en fait, ou peut-être plus ce rapport à l'ennui, puis comment l'ennui peut devenir une source de création, puis où finalement ça nourrit un univers imaginaire à l'intérieur particulièrement des enfants dans un monde avant l'arrivée massive des écrans et d'Internet. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette discussion, cette œuvre qui est vraiment qu'on a apprécié tous les deux. Et voilà, bon épisode. Donc, sur ça. Tu vas commencer ça comme ça, moi qui suis Allô, Anne-Marie. vivons dans leur mine. Je vais te présenter dans mon intro de toute façon. Ah oui, oui. C'est parce qu'il va y avoir 3 parties, ou en tout cas selon ce que je comprends. En tout cas 2. Au moins 2, peut-être 3, on verra. Mais il va y avoir le début qui va être l'intro, où je vais présenter l'œuvre rapido et la personne aussi, parce que je le fais tout le temps tout croche quand je reçois les gens. Tout le temps comme « Salut Anne-Marie! » Mais là, tu sais, la personne là, qui a commencé à l'épisode 13, là, mettons, elle sait pas c'est qui Anne-Marie. Ben là, elle saurait si elle avait écouté l'épisode précédent. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que... En tout cas, je sais pas comment les gens consomment les podcasts. Moi, j'ai tendance à être un peu rigide puis les écouter chronologiquement, mais je pense que la majorité des gens font pas ça. Non, mais je pense que si tu sors de manière... Tu veux-tu toutes les dropper en même temps? Non, mais mettons, c'est parce que pas tout le monde qui va tomber dessus dès qu'ils vont être... On s'entend, là, tu sais, comme si jamais, si jamais il y a des gens autres que toi puis moi, mettons, qui les écoutent. Il va voir ma mère aussi, il va voir Joanne, qu'on salue. Mais c'est ça, donc, moi, je pense que les gens vont aller écouter... En tout cas, la plupart des gens, puis je dis ça, peut-être que je vais me tromper, mais je pense que les gens vont aller écouter des épisodes sur des livres qu'ils ont déjà lus pour s'en faire reparler. Comme moi, mettons, j'écoute des podcasts sur des jeux vidéo. Oui. C'est rare, je vais aller écouter un podcast sur un jeu vidéo que j'ai jamais joué. OK. Mais tu vois, moi, à l'inverse, je pense que c'est des gens qui n'auront pas nécessairement lu, mais soit qui vont lire... Qui veulent se skipper le... Ouais. Ah, non. Qui veulent pas le lire nécessairement. Mais je pense des gens qui aiment lire, mais qui n'auront pas nécessairement lu ça, puis prévoient peut-être pas lire cette œuvre-là. Ben non, peut-être que ça va leur donner le goût. Mais soit qu'ils vont l'écouter dans le sens chronologique ou dans le sens inverse. Moi, je fais ça des fois. En fait, je fais ça. Quand je commence à écouter un podcast, puis là, je l'écoute comme par ordre que ça sort à mesure. Ouais. Mais quand j'en ai plus à écouter parce que j'ai déjà écouté celui qui vient juste de sortir, là, après ça, j'ai des fils dans la liste de lecture, disons, de Spotify. Ou quelque chose comme ça. Puis là, tu t'en vas de plus en plus loin. Tu vas à l'envers, ouais, c'est ça. OK. Je suis peut-être toute seule à faire ça. Je pourrais faire ça. Non, ben là, j'essaie... Mais c'est parce que des fois aussi, des fois, j'ai pas l'énergie de remonter. Des fois, ça dépend du podcast. Il y a quand je suis vraiment très, très, très embarqué, comme certains podcasts que vraiment, je voue un culte, là...
On ne les nommera pas. Ben, on pourrait, là, genre, la soirée est encore jeune, j'ai presque tous écouté. Deux Princes, je les ai presque tous écoutés. Les affaires sur la F1, des fois, ça m'intéressait moins. Là, mais, Ou Leonardo DiCaprio. Ah non, celui-là, je l'ai écouté, Je l'ai tu vois, aimé. je l'ai vraiment aimé, moi. Aussi, Moi, je comprends pas pourquoi les gens, peut-être qu'ils font juste ça pour niaiser, là, mais qui sont comme 3 heures sur Léo, oui, mais 3 mais heures ça d'une s'écoute personne facilement. passionnée, genre, moi, ça me... C'est ça. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on salue les épisodes où Philippe Audrey n'est pas là, puis c'est souvent les épisodes qui sont plus durs à écouter, je dirais. Non, mais en tout cas, on salue surtout le fait qu'il faudrait qu'il y ait besoin d'avoir un compresseur dans ce Oui. podcast-là. Thomas, si tu nous écoutes. S'il vous plaît, compresse ça. À un moment donné, il faisait, en tout cas, c'est un aparté, tu le couperas au montage au pire, là, mais il faisait comme, on pouvait envoyer des problèmes. Là. Oui. Tu te rappelles-tu de cette passe-là? Ou est-ce que tu peux envoyer ils tes font courriels? encore, je pense. Oui, mais ils le lisent moins de manière assidue, disons. Oui, tout à fait. Puis j'ai envisagé sérieusement d'envoyer un courriel à Thomas et Philippe Audrey pour leur expliquer mais le fait tu pourrais y aller de manière détournée, genre « Bonjour, j'ai commencé un podcast, j'aimerais comprendre... » Comment vous n'utilisez pas le compresseur? C'est ça. Mais ils doivent en utiliser. Comment éviter de faire comme vous? Non, mais on les aime full. Non, on les adore. Là. D'ailleurs, j'ai rencontré Philippe Audrey dans un café un jour, je te l'ai raconté. Mais je ne lui ai pas parlé du problème de compresseur à ce moment-là. Ça, il aurait fallu dire. Mais non, il aurait peut-être été troublé. Oui, ça l'aurait mis mal à l'aise, je pense. Fait que c'est ça. Mais il faudrait éviter le jeu de différents sons pour les oreilles des auditeurs. Oui. Ben, moi-même, là, en tout cas, les gens me diront. Peut-être qu'ils vont dire la même chose. C'est ça, imagine, tu sais, que les gens... Moi, j'ai l'impression... Ben, je passe dans le compresseur, mais des fois, c'est drôle parce que le compresseur, des fois... Des fois, je l'écoute naturel puis ça sonne mieux, je trouve, que quand je le passe dans le compresseur. En tout cas, je comprends pas comment le... Compressé? Compressé? Comprimé? Comprimé. Comprimé. Oui, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Puis, mais oui, qu'est-ce que j'allais dire? Mais bref. On parlait d'ordre de podcast. Et de salutations. De pas de compresseur, mais c'était quoi sur la compression? Mais c'est pas important. Je suis désolée, on est ouais, l'édition, des fois, c'est du travail aussi. Oui. Je tiens à le dire. Puis je pense qu'il l'édite pas lui-même, mais bref. Non, je pense pas. À un moment donné, quand t'as 3 podcasts, là, il ferait la semaine au complet là-dessus. Ben oui, Julien, puis Raoul, puis tous les autres. Shout-out aux gens qui font ça. Sur ce, Michel Tremblay. Donc, Un ange cornu avec des ailes de tôle, livre de Michel Tremblay que tu as suggéré, Anne-Marie. Tout à fait. Publié 94 chez Leméac de mes petites recherches. Par contre, moi aussi, j'ai la même édition que toi, publiée chez Babel. Oui. Et moi, elle date de 96, celle que j'ai. Je ne sais pas si pour toi aussi, mais ouais. Donc, je ne sais pas trop là, comment ça marche, s'il est passé d'une à l'autre. Puis, parce que je sais qu'il y avait beaucoup publié chez Leméac, Michel Tremblay. Ouais. Je suis allé voir rapido sa bibliographie. C'est pas la première chose que je lis de lui, mais c'est impressionnant quand même. Hein, oui, hein. Mais en tout cas, on y viendra. Mais oui, beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. 18e, si j'ai bien compté, mais c'est parce qu'il y a des romans qui sont en série, là, fait que ça dépend comment on compte. Par exemple, La Chronique du Plateau, c'est un roman ou 6, genre, là, ou par exemple. C'est ça, donc publié en 94, mais son premier livre datait de 1966, qui était justement raconté dans Un ange cornu avec des ailes de tôle, qui était conte pour buveurs attardés. Voilà. C'est ça. Sinon, ben Michel Tremblay, pour ceux qui ne le connaissent pas, retournez à l'école secondaire. Non, mais c'est quand même un pilier de la culture littéraire du Québec. Là. De la Révolution tranquille. Oui, aussi. Toute la littérature québécoise dans son ensemble, que ce soit littéraire ou encore théâtrale. Oui. Effectivement, moi, je l'avais plus connu pour ses pièces de théâtre, en fait, initialement. Je savais pas. Je dis ça avec un... je savais pas. Non, je savais qu'il avait écrit des romans, mais pour vrai, je pensais pas que c'était sa majeure. Puis quand j'ai regardé sa page Wikipédia, qui est ma grande source de préparation des épisodes. Ouais, j'étais surpris je savais pas qu'il avait surtout publié des romans, en fait. Parce que moi, je l'avais surtout découvert à travers ses pièces de théâtre. D'ailleurs, c'est ça. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu avais lu d'autre de lui?
J'ai lu une partie des chroniques du Plateau Montréal. Que j'ai trouvé en quarto. Oh! Fait que j'ai comme la giga édition La brique. de... Ouais, c'est ça. La brique. Ouais. Après ça, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu des pièces de théâtre. Mais là, on les compte pas dans cette catégorie. Ben, t'as lu les pièces de théâtre. J'ai lu les pièces de théâtre et j'en ai vu. Je serais curieux de savoir lesquelles. J'ai lu Les Belles-Sœurs. OK. J'ai lu... j'ai commencé celui dont tu m'avais parlé. La Duchesse de Langeais? Oui. Hosanna? Oui. Hosanna. La Sherazade des pauvres? Non, Hosanna. Parce qu'il y a 3. Là, c'est ça. Ouais, ça devient un peu mêlant. Puis c'est parce Oui, qu'il avait été adapté les 3 ensemble en pièces de théâtre. Puis c'est ça que j'avais vu, moi. Ah, OK. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai commencé à lire Hosanna. Ouais, c'est bon. C'est bien commencé. C'est ça. Puis on va y venir, mais ça se lit tellement facilement. Oui. Puis les dialogues... Je me sens comme si j'étais là. Oui, hein? Exactement. Capsule temporelle du Québec des années 1950, 60 et 70. Mon Dieu, que là... Sa mère. Elle me fait tellement de plaisir dans mon cœur, cette femme-là. Là. On y viendra. J'essaie d'avoir une vision nuancée. C'est que vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est juste, pas dans le personnage, on pourra en reparler, mais le parler. Oui, exactement. Quand la grand-mère Tremblay est là, puis elle dit... Cher, viens cher. Viens donc t'asseoir avec grand-maman, là, cher. Puis, ça vient, là... Ouais. C'est ça. Ça vient chercher une familiarité qui est comme réconfortante quand tu lis ça. Peut-être rapidement pour décrire le livre, je pense pas que c'est un livre qui se raconte vraiment, sinon que de dire un peu de quoi ça parle. C'est un récit autobiographique. Oui, mais c'est une autobiographie arrangée quand même. Romancée probablement. Romancée, puis arrangée dans la temporalité pour qu'il y ait un fil conducteur. Là, oui, il saute des grandes bribes de sa vie. Oui, c'est ça, exactement. Excusez, mon eau pétillante remonte. Oui, c'est ça. Un récit autobiographique qui se centre autour, finalement... de sa relation à la lecture. Oui, mais il raconte comment il s'est forgé à travers, finalement, les grandes œuvres qu'il a parcourues, en tout cas, du moins, une sélection d'œuvres qu'il a traversées dans sa vie, qu'il a lues. Et ça se finit joliment avec la première... sa première production. Ou en tout cas, du moins, la première chose qui a été publiée. Parce qu'il y avait déjà écrit avant. Et puis voilà, puis finalement, à travers ces livres-là aussi, raconte sa jeunesse, raconte des capsules, des moments de sa vie à Montréal, où il a grandi sur le plateau. D'ailleurs, je pensais, moi, qu'il avait grandi dans le Faubourg Amlas. Non. Et j'étais convaincu que c'était là qu'il avait grandi. Il a grandi sur le plateau. Exactement, ben oui. Puis moi, parce que je l'avais déjà lu, vu que je te l'ai suggéré, puis là, je ne l'avais pas relu depuis que moi, j'habite depuis quelques mois, je n'habite plus, mais depuis que j'ai vécu sur le plateau Pont-Royal. Sur Saint-Joseph. Oui. Puis ça va peut-être dans le même sens de la familiarité puis du bien sentir, mais d'entendre puis de lire ces descriptions puis qui décrit exactement entre tel coin de rue puis tel coin de rue puis voici le bâtiment qui est là puis je marchais devant puis je regarde la vitrine. C'est vraiment satisfaisant de pouvoir te reconnaître à ce point-là dans l'écrit de quelque chose. Limite, c'est ça, moi, à chaque fois que j'allais à Montréal, je trouvais tout le temps que c'est comme si c'était là que l'histoire s'est déroulée pour vrai, parce que je trouve qu'on a moins raconté d'autres villes du Québec que Montréal. Ouais. Puis c'est là où, effectivement, chaque partie de la ville est... pas partout, là, mais ça a été romancé. Puis, tu sais, il parle de Saint-Henri à travers Gabriel Roy, plus loin dans le livre. Puis là, il y avait donc envie. Tu sais, il est en Gaspésie devant le Rocher Percé. Puis il s'en fout complètement parce qu'il veut juste retourner à Montréal, tu sais, pour visiter Saint-Henri. Puis au même titre, moi, ça me faisait comme une petite satisfaction interne parce que justement, sur le plateau, à l'endroit où est-ce que j'habitais, c'était proche de... C'est exactement là, je veux dire. Lui, il part à pied sur Mont-Royal, c'était comme ma cour arrière. Parce que là, j'essayais de replacer rue Cartier, rue Fabre, puis là, j'essaie de... Mais Fabre, c'est à 2... Parce que c'est des rues verticales, en fait, nord-sud. Oui, exact. Puis Fabre était comme à 3 rues de mon intersection avec Rivard. Fait que c'était vraiment juste à côté. Mais lui est à quelle hauteur?
Mais C'est ça dépend du moment. Ouais, Parce ouais. qu'il y a différents, Parce qu'il raconte qu'il différents traverse appartements. le parc La Fontaine. Oui, Puis, pour aller à la bibliothèque municipale. Puis là, il s'en va. C'est et quand où même un bon bout. Elle existe encore, cette Je sais bibliothèque? pas si elle existe encore. Parce que moi, ça me dit rien. Non. Mais la description qu'il en faisait, c'est qu'il traversait le parc La Fontaine. Après ça, il Ah, traversait mais Sherbrooke. c'est devenu la grande bibliothèque? Non, c'est sur Berry, ça. Oui, mais... Mais non, mais c'est beaucoup plus en C'était diagonale. c'était sur traversait- Sherbrooke? C'était juste de l'autre côté de Sherbrooke qu'il Ok, disait. ouais. Mais moi, je me demande si c'est le bâtiment comme un peu style antique, néoclassique, en fait. Peut-être. Ouais, pas loin de l'hôpital... Ben, mettons 400-500 mètres de l'hôpital Notre-Dame vers l'ouest. Peut-être. Mais... Pas loin de Cherrier. Ouais. Ouais. Je sais quel bâtiment tu veux dire. Peut-être. C'est ça. Faudrait qu'on s'informe. Voilà. Les Montréalais nous écriront. Oui. Faut aller à gmail.com. Ouais, fait que effectivement, c'est ça. Œuvres qui se centrent autour de ces œuvres-là. Comment dire, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais j'ai comme constaté que j'aimais vraiment moins lire que lui en lisant. Non. Non, c'est ça. Mais je Non. pense que t'aimes plus encore lire que moi. Mais j'aime beaucoup lire, mais je ne lis plus beaucoup. C'est ça. mon grand malheur de la Ouais. vie. Mais j'aime beaucoup lire, mais non, je me reconnaissais beaucoup dans, tu sais, comme justement son voyage en Gaspésie, puis qu'il y a le nez dans son livre. Ouais. J'ai vécu ça, ou lire jusqu'à ce que j'en ai mal au cœur dans l'auto, puis que je veux continuer encore parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Toi, puis tout ça. t'as le mal des transports. Ben, pas beaucoup, mais c'est sûr Ok. que quand ça fait 1h20 que tu lis dans une voiture, que tu aies le mal des transports ou pas, je pense que la petite nausée, elle peut arriver, peu importe. Puis de sortir des livres, puis de ne pas en avoir assez à la bibliothèque, ça m'est arrivé toute mon enfance. Puis fait que c'est vraiment... Wow. Non, j'avais pas l'impression de moins... Clairement, j'ai moins le goût d'écrire que lui, Ouais. parce qu'il raconte qu'il a commencé à écrire de la poésie dès sa jeunesse, tout à puis fait. qu'il le cachait dans les livres de la bibliothèque pour pas que personne s'en rende compte. Dans les livres de son frère, là. oui. Pas de la bibliothèque municipale, mais Non, bien non. de la bibliothèque familiale. Là. Exact, Ouais. pour pas que personne de sa famille lise. C'est contre homosexuels. Voilà, puis, un peu à l'époque. J'ai trouvé ça impressionnant à quel point il vivait bien avec ça pour les années 1960. Tu sais. Ben, il dit pas s'il vivait bien avec ça. Ben, ne serait-ce que, en tout cas, ben, me basant sur ma propre expérience, ne serait-ce que d'être en contact avec ça dès son plus jeune âge, tu sais, puis de faire comme, bon, tu sais, je suis gay, tu sais, même si je le dis pas aux gens, puis même si j'ai honte de le dire, moi, ça a tellement été long, même juste me le dire à moi-même, tu sais, me le dévoiler à moi-même. Oui. Je me demande, par contre, s'il n'y a pas... parce que c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué dans ma relecture. Là, il y a quand même une certaine... réflexion d'adulte sur l'enfant, dans le sens que qu'est-ce qu'il raconte, c'est, oui, son vécu d'enfant, mais c'est à travers les yeux d'un adulte qu'il raconte. Fait que je sais pas si... Parce qu'en effet, il a l'air de comme dire, oui, je le savais que j'étais homosexuel, mais non, mais je sais pas à quel point c'était vraiment ça qui se passait dans sa tête. C'était conscient. Que c'était conscient ou bien non, que aussi facile à faire. En même temps, il lisait son livre avec Captain E. Grant, je sais pas trop, là, Kings, ou je sais pas trop. Les Kings Kittens. Je connais pas ça du tout, là, mais oui, puis qu'il était impressionné qui se masturbait en pensant au... Tu sais, en tout cas, quand même, c'est assez... c'est assez clair. C'est assez... oui, c'est ça. Oui, ben, à un moment donné, je dirais, il n'y a même pas de femme là-dedans. Là. Je suis comme, où est-ce qu'il pourrait même avoir pensé d'être dans le déni? Puis, parce que même à 16 ans, il raconte qu'elle est au Parc La Fontaine, coucher avec des hommes. Puis, il raconte là-dedans? Oui, je pense que c'est un peu à la fin. Je sais plus à quelle œuvre, dans quelle section. Peut-être... Mais il parle de son amoureux à l'époque, quand il avait 16 ouais, ans. Là. Avant. Non, Robert Machin, là, oui, quand il parle avec les autres personnes dans le théâtre. Là. Non, c'est avant. Avant? Pendant Orage sur mon corps? Quand il a 16 ans, ouais, je pense que c'est quand il vient d'avoir son 16 ans qu'il cherche Orage sur mon corps à la bibliothèque. Il mentionne... Ah, c'est ça! Ben, Orage sur mon corps, c'est un homme du Parc La Fontaine avec qui il a couché, qui lui André a dit... Grasset? Non, il mentionne pas le cégep. C'est pas le cégep. Non, il n'y a pas de nom, c'est un homme anonyme, là, je pense. Non, il dit... Petite pause, attends. Il dit c'est qui l'auteur de Orage sur mon corps?
Oui, excuse. Oui, l'auteur d'Orage sur mon corps, oui, c'est André Belland. André Belland. Mais non, mais je pensais que tu voulais dire l'homme dans le parc La Fontaine. Il n'est pas nommé, c'est un homme anonyme. Tu veux dire avec son qui, concubin, là. Exactement. Okay, bon. C'est un homme anonyme avec qui, d'ailleurs, il est chanceux de ne pas avoir attrapé le VIH. Quoi qu'à l'époque, c'était encore tôt, là, mais néanmoins. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Quoique, en tout cas, c'est dur de traverser les années 80 au complet jusqu'en 96 pour recevoir la... Quoique, peu importe. Ça, c'est la capsule santé publique. Non, puis je dirais qu'il pourrait l'avoir attrapé plus tard. Tout ça pour dire, ça n'a pas d'importance. Michel, tu fais bien ce que tu veux. Non, c'est ça, mais c'est un homme dans le... Ils m'ont dit qu'on saute du coq à l'âne, mais c'est parfait. C'est un homme du parc La Fontaine avec qui il a couché, qui lui a parlé d'aller lire d'Orage sur mon corps d'André Belland quand il avait 16 ans. Puis là, il était tout fier d'avoir son 16 ans puis de pouvoir accéder aux livres pour adultes. Puis là, il a vécu une grande humiliation. Exactement, parce qu'il n'y a personne qui a accepté de lui sortir. Oui, parce que c'était interdit aux hommes de moins de 21 ans. Les jeunes éphèbes pêcheurs. Oui, puis il s'est affronté contre le dragon de la bibliothèque. Oui, moi, t'as une bonne mémoire. Oui, la jeune bibliothèque. Ou en tout cas, la jeune, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Oui, la vieille, puis c'est ça. La vieille grébiche, c'est le dragon. Quel beau mot. Oui. C'est ça. Où est-ce qu'on en était avant de parler là-dessus? On était en train de dire qu'on suivait sa vie à travers ses lectures. Exactement. Oui, c'est ça. Puis on parlait de l'amour pour la lecture. Oui. Ben oui, c'est ça, mais tu vois, c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup plus. Beaucoup de fantastique, les excellents. Chevalier d'Émeraude. On salue Anne Robillard à nouveau. Pour vrai, oui. Puis il est venu un moment, puis à peu près au secondaire, mais que lire est vraiment devenu ardu, genre. C'est quand c'est devenu une tâche pour pouvoir nécessaire, obligatoire, moi j'ai l'impression. Ouais. Mais tu sais, mais lui, tu sais, qui lisait genre Victor Hugo à 12 ans, là, tu sais, j'avais pas ce niveau-là de, comment dire, de maîtrise de la langue française puis de compréhension du monde pour faire ça. Sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé qui m'aidait peut-être? C'est que quand j'étais jeune, là, j'avais les classiques racontés aux enfants. C'était pas des livres pour enfants, mais c'était des adaptations des classiques. Ben oui. Fait que plutôt que, disons, Les Misérables soient en vieux français et de plusieurs centaines, c'était résumé-ish, là, adapté dans un roman d'à peu près 200 pages. Pas d'illustration, c'était vraiment un roman de 200 pages, mais ça fait que c'est beaucoup plus accessible pour un enfant de 11-12 ans. Puis clairement, il y avait probablement aussi de la censure de comme certaines parties des Misérables. Je sais pas si y a-tu des scènes obscènes? Je l'ai jamais lu pour de vrai, okay. Les Misérables. Ah, pour vrai? Bon. Non, j'ai pas lu. Prochaine. Les livres de 1000 pages pour le podcast, ça me stresse tout le temps. Parce que j'essaie tout le temps de les lire deux fois. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, mais bon, j'aime ça pareil. Là, mais je l'ai jamais lu, mais tu sais, c'est certain que, je veux dire, Les Misérables, il y a beaucoup de violence, je veux dire, il y a de la misère, la mère de Cosette, Fantine, qui meurt dans un endroit de prostituée après avoir vendu tous ses cheveux puis ses dents pour pouvoir... Il chante-tu dans le livre? Non, il chante pas dans le livre. Non, mais tu sais, avant, comme ses cheveux puis ses dents pour pouvoir réussir à... Ses dents? Oui! Il arrache ses dents, il les vend contre puis qu'elle les vend pour pouvoir avoir de l'argent à envoyer à sa fille, puis alors qu'elle travaille comme prostituée. Ça, il l'avait pas dans la partie. Ça fait des meilleurs. Frédéric. Bon, je reviens. Nous ne disons pas des choses comme ça. OK. Oui, fait que c'est ça, fait qu'il y avait clairement une partie de censure dans les adaptations, mais ça permet de donner le goût de la lecture puis de faire connaître des classiques aux enfants, au public plus jeune, chez qui ça serait plus... J'irai encore oui, mais oui, c'est intéressant. Oui, ouais, effectivement, parce que... Mais je pense que pour moi aussi, une des affaires qui a été problématique, c'était les jeux vidéo et les écrans. Je pense que ça a absorbé une bonne partie de ma capacité cognitive, pas cognitive, mais mon temps d'attention. Et, c'est terrible, ça, ce que ça l'a fait. Ben oui, j'ai trouvé que c'était un livre beaucoup sur l'imaginaire aussi. Oui. Mais ça, on le perd avec l'âge aussi. Ouais. Oui. En même temps, avec l'âge, je t'aurais dit, ou dans notre époque, justement, où on n'a plus le temps
d'imaginer, tu sais, où on est toujours... qu'on se stimule toujours avec du contenu parce que l'ennui est tellement effrayant, puis le vide, puis le FOMO, Je sais puis... pas. Je me rappelle quand j'étais, même au cégep, je faisais ça encore, j'avais comme tellement la facilité à me faire des Mhm. images visuelles dans ma... C'est vraiment étrange. Peut-être que dans le fond, je suis comme... pense pas. C'est atypique. Non, mais attends, tu sais pas encore qu'est-ce que je vais te raconter. Ouais. Non, je pense pas neuroatypique, mais je sais pas, peut-être. Tu sais, il parlait dans son introduction de si vous avez tendance à lire tard, puis à repenser, puis à rêver à ce que vous avez lu, lisez mon livre tard pour pouvoir vous endormir, puis garder ça en tête. Dans l'introduction, il dit, c'est pas ça exactement, là, mais grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Puis ça m'a rappelé que quand j'étais plus jeune, puis que j'aimais beaucoup, beaucoup un livre, là, je le lisais, puis là, après ça, je le gardais comme dans mon esprit. Puis là, disons que j'allais me coucher, OK? Puis là, je me faisais comme... Je m'imaginais dans le livre avant de m'endormir. Fait que je fermais mes yeux. Wow. Mais c'est peut-être vraiment flyé. Là, c'est vraiment... Oui, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'il décrit. Je fermais mes yeux avant de m'endormir. Puis là, je m'imaginais une scène où est-ce que j'étais... Bon, voici la maison qui a été détruite, puis comme ça. Puis là, je m'imaginais dans le portrait de la scène. Puis là, je m'endormais là-dessus. Je rêvais pas à ça toute la nuit. Comme héroïne de l'histoire, ou en tout cas pas héroïne, mais comme personnage. Mais comme participant de l'histoire. Wow. Ouais. J'étais pas nécessairement le centre, mais bon, j'allais rencontrer telle personne, puis on allait à un souper, puis après ça, ben, si ça se passait dans le médiéval, ben, j'allais me coucher dans une tour, puis ben, souvent ça se terminait par se coucher dans un lit, puis c'est comme ça que je m'endormais, là. Mais tu te racontais l'histoire. Je me racontais l'histoire dans ma tête, mais je suis plus capable de faire ça. Ça n'arrive plus. Mais, tu sais, ne serait-ce qu'aussi quand il raconte comment, pendant un été au complet, il racontait les 7 nains, l'histoire des 7 nains, finalement, parce qu'il trouvait que Blanche-Neige était... Oui, c'est ça. Puis qu'elle se faisait violer par... en tout cas. Ouais. Puis tout l'été, tu sais... Mais t'es dans l'univers de ça. Puis, ouais. Mais tu sais, puis des enfants qui... Ben, c'est pas vrai que les enfants ne jouent plus, là, mais... Ben, ils jouent moins. Ben, du moins, il joue encore, mais il passe beaucoup de temps, tu sais, c'est ça, absorbé, puis moi-même, là, tu sais, puis je dis pas, en fait, il y a des histoires de jeux vidéo qui m'ont bercé, puis que j'adore encore à ce jour, puis que vraiment, c'est du génie, là, puis, comment dire, j'ai jamais aimé les jeux vidéo juste de divertissement pur, qu'on massacre du monde, puis non, c'est ça, moi, je suis toujours embarqué plus dans ces histoires-là, mais c'est là où je trouvais que c'était un livre beaucoup sur l'imaginaire, puis sur cette capacité-là, justement, à s'investir dans une œuvre, puis... À entrer dans l'histoire. Ouais. De gérer l'ennui, puis... Ouais. Mais tu le vois dans la manière qu'il racontait son quotidien, qu'il y avait quand même beaucoup plus de moments propices à l'ennui dans son Québec des années 50. Si les choses allaient moins vite, peut-être. Ouais. Puis je suis impressionné à quel point il était cultivé, tu sais, dans une société qui ne l'était pas du tout. Mais sa famille aussi l'était. Mais... Moi, j'ai pas compris que sa mère l'était tant que ça. Sa grand-mère semblait vraiment l'être. Pas par désir de culture, mais plus par plaisir et aussi pour passer l'ennui. Mais non, mais sa grand-mère... Quand il n'y a pas de télé, tu sais. Pas de télévision. Elle n'est pas capable de sortir de chez elle parce qu'elle a de la misère à marcher. C'est vrai, elle avait des douleurs. Elle est loin de tout parce que c'est une femme qui venait de Charlevoix, qui habite maintenant dans un appartement du plateau Mont-Royal avec... son fils, sa conjointe, ses 3 petits-enfants. As-tu réalisé comment il y avait du monde là-dedans? Parce qu'il y avait aussi les frères de son père qui étaient là pendant un bout de temps. Puis même un co-chambreur. Puis le chambreur, il était comme 9-10 personnes dans son appartement. C'était gros comment, mais... En tout cas, si c'était gros comme mon appartement, il était coincé. Hein? Fait que les gens devaient se piler sur la tête. Oui, mais les gens, ils réussissaient à vivre et à être heureux quand même. Ben, c'est ça que je me suis demandé. Je pense pas qu'il était plus heureux quel point ou moins heureux. Ben, ouais, on l'est-tu vraiment, là? Mais effectivement, mais en tout cas, on est définitivement plus confortable. Oui. Plus heureux. Je suis pas sûre. Difficile à dire. En même temps, moi, tu sais, c'est quand même un... C'est là où j'ai trouvé... Je trouve que, des fois, c'est ça, moi aussi je voyais cette époque-là, puis je me disais, merde, que ça avait de l'air... plus sain, disons, que l'époque dans laquelle on vit en ce moment. Mais quelle violence il y avait, puis que, tu sais, ne serait-ce que l'homophobie, tu sais, qui était rampant dans ce temps-là, partout, tout le temps.
Mais la santé aussi, qui était Oui, pas... ben oui, tu sais, développement ben là, Mais pas nécessairement les années 60, c'était infectieuse. mieux, là, Mais pas nécessairement infectieuse, son mais je veux c'est dire... bon chapeau de ballonné, là, que sa mère Ouais. lui sert, tu sais. Ouais. Sa grand-mère qui boite, qui n'est pas capable de marcher, puis qui a peut-être juste besoin d'une prothèse de genou. Là. Oui, puis qui avait probablement pas accès. Puis le système, Oui. ben c'est ça, tu sais, le système d'éducation, Ouais. Fait puis que chaque époque a ses ouais. désavantages, là, mais ils ont pas l'air, ils ont pas l'air malheureux. Puis moi, j'ai écouté un peu comme, tu sais, je me mettais à la place des madames, mais un peu comme dans Les Belles-Sœurs, là, ou peu importe comment tu veux le voir, là, mais disons, la mère de Michel qui est avec sa belle-sœur, avec sa belle-mère, puis avec sa sœur à elle, puis qui sont en train de préparer le party d'anniversaire de Michel, puis qui sont toutes les 4-5 Parce qu'il était madames. définitivement moins seul que nous aujourd'hui. Oui, puis il était les 4-5 madames à faire des gâteaux en jasant. Puis oui, il faisait chaud, puis il n'y avait pas d'air climatisé, puis tout ça, mais il y avait du bonheur là-dedans à faire le gâteau, à célébrer l'anniversaire de leur fils, puis d'être la communauté qui est là, proche les uns des autres. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de bonheur là-dedans. En même temps, tu sais, moi, c'est drôle. Ben, justement, le personnage, la grand-mère était plus sage, plus à sa place, mais la mère, j'ai trouvé que c'était une femme qui a jamais pu vivre sa vie réellement, tu sais, qui semble avoir vécu à travers soit ses obligations, soit ses enfants, mais tu sais, qui se projette beaucoup dans son fils, qui lui a justement la capacité de rêver, la capacité d'imaginer, alors qu'elle semble avoir été presque à la remorque de ses obligations toute sa vie, tu sais, puis dans un monde tellement reclus, ben pas reclus, mais sévère, puis rigide, là, puis à travers ses colères qu'elle lui exprime, j'ai eu l'impression des fois que c'est ça, elle avait pas pu rêver autant que lui, puis vivre autant que son fils. Ouais. Je sais peut-être, mais est-ce que c'est source nécessairement de malheur? Dans le sens où est-ce que quand tu sais, tu sais, je veux dire, je pense que Ouais. elle vivait en tant que femme, mère de famille des années 60-70, disons. Puis que, ben nous, on regarde ça maintenant, puis on dit, ah, on a l'impression qu'elle a pas pu vivre son plein potentiel de femme. Mais on parle souvent du bovarisme ensemble. Oui. Mais je me suis demandé si c'était ça, un peu des fois, sa mère, tu sais, qu'elle est frustrée par son incapacité à vivre finalement la vie qu'elle peut avoir soit rêvé ou soit lu dans d'autres œuvres, tu sais. Peut-être. Mais oui. Mais elle me semblait pas tant insatisfaite. Elle me semblait comme une madame bougonne, mais tu sais, les gens qui sont un peu grognons là, tout le temps, là, est-ce qu'ils sont malheureux ou bien non, c'est juste, ça fait partie de leur personnalité? Ben, comme personne grognon. T'es une personne grognonne, bon, toi? T'es pas une personne grognonne. Ça dépend. Je peux être grognon, mais... Ben, en tout cas, quand je suis grognon, c'est rarement parce que je vais bien, là, tu sais. Ouais. Mais tu peux être grognon et être bien dans tes petites affaires, tu comprends? Oui, aussi. C'est un peu ce que je ressentais de ce personnage-là. Ouais. En même temps, tu sais, quand elle lui hurle dessus, puis qu'elle lui dit plein d'insultes, des fois, puis j'aurais jamais voulu t'avoir, puis même si je comprends qu'il voit ça comme, tu sais... Mais elle lui dit pas « j'aurais jamais voulu t'avoir ». Je voulais pas un enfant qui savait lire, puis j'aurais jamais voulu avoir un enfant. Puis, tu vois, ça, c'est pas le même ton que... C'est drôle, là. Ben, comment tu l'entendais, toi? Mais je me demande si c'est si bon que ça, avoir un enfant qui sait lire. Parce que... moi, je l'entends plus comme... Voyons, Michel! J'aurais jamais voulu avoir un enfant qui savait lire si je savais que t'allais être de même! Puis, tu sais, ben là, je le caricature, mais moi, je l'entends comme ça. Ah oui? Moi, je le vois plus avec affection. C'est comme... Non? Ben, c'est un vocabulaire quand même où, tu sais, combien de fois il dit « je vais te sagrer une claque, puis tu vas voir, moi, mes claques font mal, tu sais, puis c'est quand même, il y a une certaine violence quand même là-dedans. Oui. Puis où elle ridiculise un peu des fois aussi, puis... oui, mais elle n'est pas mieux que ça. Elle aussi, c'est une grande lectrice. C'est comme, elle l'insulte sur sa lecture, mais elle aussi, c'est une grande lectrice. Mais, pas autant que lui. Non, pas autant que lui. C'est ça. Non, pas autant que lui. Mais elle aussi, c'est un loisir qu'elle apprécie. Oui, tout à fait. Bon, ouais. Mais je trouve ça intéressant de voir que toi, mais on l'entend pas, sa voix, on l'entend pas de la même manière. Non, c'est ça. Mais je remets pas en doute l'amour qu'elle a pour son fils, là, ça, je remets pas ça en doute du tout, là. Mais des fois, j'avais l'impression qu'elle était, puis j'avais l'impression, c'est probablement qu'elle l'est, mais qu'elle était un petit peu idéalisée
Alors que, on est tous faillibles, là, mais Oui. quoi qu'en même temps, il reconnaît quand même il reconnaît ce qu'il y a derrière, des fois, ses comportements, tu sais, mais ouais. Je le vois beaucoup dans les récits, en fait, dans beaucoup. J'ai lu 2 là, réels récits de transfuges de classe, puis des fois, cette espèce de réitérer à quel point j'aime vraiment mes parents, tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est correct aussi de reconnaître que des fois, on peut être blessé par des choses que nos parents nous ont dit. Ah, Tu sais, oui. puis, Ouais. Ouais. J'essaie de retrouver les places où est-ce que elle lui disait qu'elle a regardé d'ici. La claque chinoise. Oui, c'est ça. La Pendant claque qu'ils sont chinoise. dans le voyage Oui. en Gaspésie. Là, ouais. Ouais. D'ailleurs, as-tu lu Bonheur d'occasion? Non. Moi non plus. Je pense que j'en ai lu une partie au secondaire, genre des extraits, mais jamais au complet. Mais J'aimerais ça m'a donné bien, le goût de le lire. plusieurs. C'est ça. Puis quand je te disais que j'aimais vraiment moins lire, c'est que je pense pas que j'ai lu peut-être 1% de tout ce qui est écrit dans le livre. Là. Parmi les œuvres. Ah, parmi les œuvres? Dont il parle, j'ai vraiment rien lu tout ça. Là. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai lu L'Auberge de l'Ange Gardien quand j'étais petite. J'ai lu beaucoup de L'Auberge Comtesse. de l'Ange Gardien. Oui, le Comtesse de Ségur, son premier livre. Tu vois, non, c'est ça, j'ai jamais J'ai rien lu. lu toute la collection rose avec de la Comtesse de Ségur. Ouais. Puis, C'est des tout petits livres ou c'est des petits. genre à la courte échelle, là, un peu dans non, ce style-là? plus de lecture que la courte échelle. Okay. C'est des livres pour enfants qui datent de plusieurs années. Il faudrait s'informer quand est-ce que la comtesse de Ségur écrivait. Mais probablement il y a longtemps. Non, mais genre, je pense pas que ça fait 300 ans. C'est quoi une comtesse? C'est quoi une comtesse? Non, mais... C'est un bien drôle de prénom, c'est ça, c'est drôle. On parlait de livres dans lesquels je m'imaginais puis vivre, là. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que la comtesse de Ségur, dans beaucoup de ses œuvres, c'est des enfants de la bourgeoisie, de la noblesse. Puis elle a comme créé une espèce d'univers où est-ce que c'est 3-4 familles de nobles qui habitent proches les uns des autres, puis ils ont plusieurs enfants, donc à peu près 3-4 enfants par famille. Puis c'est comme les histoires puis les aventures des enfants qui font ça. Fait que dans les premiers livres dont je me rappelle que dans ma tête, je m'imaginais être une petite fille avec la famille, une telle, puis avec le petit Paul qui arrivait, qui avait 5 ans, qui était le petit tannant, puis que genre... Mais tu sais, il y avait comme vraiment ça, puis c'était comme l'univers de la comtesse de Ségur qui était... Oui, l'Auberge de l'Ange Gardien, c'est comme un roman isolé, là, dans le sens où est-ce que ça touche pas beaucoup cette famille-là, mais il y a vraiment des romans qui réarrivent, puis que c'est les histoires de Paul, puis la petite Madeleine, puis toutes ces familles-là que tu reconnais puis que tu retrouves à travers les différents romans. Fait que je lisais ça quand j'étais petite. Intéressant. Voilà. Je n'ai pas lu Tintin au Congo. Moi non plus. Jules Verne. Oui, j'ai lu. T'en as lu plusieurs? Oui. Parce que moi, non, c'est ça, tu vois. À part de connaître, parce que ne serait-ce que par culture mais j'en ai générale, lu plusieurs dans les romans dont je t'ai parlé qui étaient classiques racontés aux enfants. Oui, exact, les classiques adaptés. Ouais. Je n'ai jamais lu non plus Un poulet Blanche-Neige, j'ai vu je pense que j'ai même pas vu le film de Disney. Ouais. J'ai lu des versions de Blanche-Neige, mais bon. Agamemnon non plus. Oui, j'ai lu Agamemnon. C'est bon? Ça doit être très aride, là. C'est une pièce de théâtre grec, là. Nous, je l'avais lu dans le contexte du certificat des œuvres marquantes, dont on... Bien sûr, oui, que tu me recommandais. Que je te recommandais, je l'ai lu là-dedans, on a discuté, c'était bien intéressant, mais c'est pas un petit roman non. que tu lis la fin de semaine. Ouais. Voilà. Et j'ai lu un petit peu de Victor Hugo, mais très peu. Des versions adaptées, surtout. Non, c'est ça, tu vois. Puis je n'ai pas lu non plus Orage sur mon corps de André Belland. Vol de nuit. Vol de nuit, j'en ai... J'ai-tu lu? Non, j'ai lu Le Petit Prince. Oui, c'est ça, j'ai lu Le Petit Prince. Voilà. Ouais. Fait que si on fait notre retour. Mais c'est ça, ou c'est pour ça que je te dis... puis évidemment, les livres dont il parle, c'est quelques-uns parmi tout ce qu'il semble avoir lu. Oui. C'est comme 6 par 2 semaines qu'il disait, et plus, puis j'étais comme... quand... Il n'y avait pas d'autre chose à... Tu sais, dans le sens où est-ce que... il allait à l'école puis il lisait, là, probablement. Mais j'aimerais avoir ce plaisir à dévorer une œuvre. Ça m'arrive parfois, mais c'est dur souvent, moi, là, vraiment de
tomber. On dirait qu'il lisait tout ce qui lui tombait sur la main, bon, mauvais, il lisait tout, tu sais, puis j'ai pas fait ça. Moi, j'ai écouté la télé, là, tu sais, comme malheureusement, là, tu sais, mais je j'ai pense joué aux jeux vidéo, tu sais. que maintenant, c'est de plus en plus difficile, Ben, justement, sûr, comme on disait. bien Parce sûr. qu'aussi, on est aussi habitué avec notre système de la récompense à comme avoir des nouveaux stimuli aux quelques secondes. Là. Exact. Surtout avec le fléau des on s'entend Reels. que là. c'est dur lire un roman, là, en termes de comment dire, c'est dur. En termes d'engagement cognitif, là, c'est quand même beaucoup plus dur ça que de s'exposer à TikTok pour des vidéos de je sais pas, quelques juste secondes. amortir le cerveau pendant un temps X. C'est demandant, tu sais, comprendre les mots, saisir l'histoire, puis on s'entend que c'est pas... C'est juste de l'angle sur des pages, là, tu sais, c'est quand même moins coloré qu'une image qui plein bouge. De flashs de lumière. C'est ça, puis un gars qui te dit qu'avoir des gros muscles, puis une grosse voiture, c'est important, tu sais. Entre autres. Entre autres choses. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle, c'est ça, puis tu sais, on parlait de capsule temporelle, puis oui, le Joual, puis Montréal, mais c'est ça, c'est une certaine tristesse pour peut-être cette époque où on... Qui révolue. Puis oui, puis cette époque aussi où on... Puis je pense que ça va un peu avec notre Québec, notre société, tu sais, où tout était à faire, puis il y avait vraiment un réel engouement, tu sais, pour... ben c'est ça, fonder une société, tu sais, avec des... Ben tu sais, en fait, c'est ça, tout était à faire, fonder une société, bon, justement, avec un État-providence, puis améliorer les droits des minorités, puis reconquérir un peu le pouvoir que ben, du moins que le peuple francophone québécois n'avait pas, en fait, n'avait jamais eu réellement, ou en tout cas... on pourrait dire qu'il l'a volé un peu aux Autochtones, en tout cas. Mais on comprend que depuis la conquête, au moins, là, ça allait pas très bien pour nous. Là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que la section où est-ce qu'il lit Bonheur d'occasion, la fin de ce chapitre-là, il termine sur une note un peu triste en constatant puis par rapport à la population puis au Québec. Ben oui, c'est page 194. Je l'avais souligné, tu vois. Fait que ça m'avait marqué moi aussi. Mais pour la première fois de ma vie... attends, qu'est-ce qu'il disait? J'ai passé une partie de la nuit à pleurer, bon, après avoir fini le livre, sur le sort de la famille Lacaze, bien sûr, mais pour la première fois de ma vie, sur notre sort collectif de petits peuples perdus d'avance, abandonnés, oubliés dans l'indifférence générale, noyés dans la grande histoire des autres, et dont on ne se rappellerait que lorsqu'on avait besoin de chair à canon. Et dont on ne se rappelait que lorsqu'on avait besoin de chair à canon. Ben, je pense que c'est vrai. Du moins pour... Est-ce que ça a changé? Ah! Ben, je pense... Ben oui. Ben... Je pense... En fait, c'est ça. C'est que... En fait, ma réflexion tantôt, ouais, puis là, tu vois, mes souvenirs sur ce que je voulais en dire reviennent, là, mais c'est que je pense qu'on a commencé le mouvement, puis que... Ben, notamment avec les... Puis c'est pas nécessairement une question d'être souverainiste ou non, mais quand même, d'un point de vue, je pense, sociologique, qu'on a commencé le mouvement s'est initié, il y avait de l'engouement, puis après ça, c'est comme affaissé avec le refus des deux référendums. Il y a comme un refus de s'affirmer, de réellement prendre notre place. Puis il y a plein d'enjeux au référendum, parce qu'on n'est pas seulement que des Québécois francophones blancs, bien sûr, au Québec. Puis il y a plein de nuances, mais quand même, comme peuple qui effectivement... autrefois se faisait vraiment manger la laine sur le dos, tu sais. Il y a quand même eu une démission avec puis un non-accomplissement, non-émancipation qui s'est faite, je pense, puis que finalement, on a comme... C'est comme si on a atteint un plateau, je trouve, puis qu'après ça, là, on est comme sur le cruise, puis est-ce qu'on a réussi? Ben, clairement, la situation est néanmoins mieux que à l'époque qui est décrite dans le livre. Mais par contre, ben, tu sais, c'est ça, il y a comme une espèce de déclin, là, un délitement de notre société, puis qui est généralisé aussi au monde occidental, pas seulement au Québec, là, mais... Mais ça vient par vague aussi, le sentiment de désir de changement, puis de s'engager dans quelque chose comme c'était peut-être vu dans ces années-là.
Il y a des Il y avait quelque chose de tellement positif, tu sais, avec ce qui s'est fait versus là, ce qu'on regarde aujourd'hui, puis qu'on est presque à l'aube de l'inverse, tu sais, en tout cas. Puis peut-être que c'était ça aussi pour eux à l'époque, peut-être qu'il y avait ce sentiment-là. Oui, c'est ça. Peut-être que mais... c'était le sentiment qu'il y avait déjà, là, puis que c'est juste un sentiment qui tourne en rond ou qui revient de manière périodique ou encore qui est perpétuel. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on atteindrait un jour la satisfaction? Ça, c'est une autre question. Voilà. Mais on ne répondra pas à ça avec... non, avec mais la peut-être vie. que toi aussi, tu avais une position, là, mais... Une position? Non, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée comme extrait quand il parle de ça. Puis c'est ça, je trouvais que ça référait, puis que ça reflétait bien la situation dans laquelle le peuple québécois francophone était à l'époque. Puis que c'est vraiment des vies de petite misère. Ouais. Puis je pense que c'est ça, l'évolution du temps a fait que on a tellement accès à beaucoup plus de ressources aujourd'hui que c'est pas du tout le même enjeu. Et pourtant. Mais pourtant. C'est ça. Mais pourtant, tu sais, comme tu fais outre tous les conforts matériels, puis il y a une partie de ce qui est décrit d'espèce de mémoire collective ou de genre enjeu, je sais pas comment dire, d'enjeu social qui reste là quand même. Puis de solidarité qui s'est perdue avec l'individualisme. Tu sais, c'est ça. Je pense que ce que tu décrivais tantôt, puis que effectivement, je pense que c'est légitime d'avoir une certaine nostalgie, c'est le collectivisme qui s'est perdu, tu sais, qu'on est seul, on est tellement rendu éclaté comme société avec des groupuscules qui manifestement se parlent peu. Ouais. Et puis, c'est ça, ce nous, tu sais, je pense qu'il s'est vraiment Mais je sais pas si on peut perdu. On peut-tu être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas vécu? Tu sais, peut-être que c'est aussi juste notre vision, notre perception de qu'est-ce que c'était, puis qu'on n'y était pas. Mais je pense vraiment que, tu sais, l'individualisme, c'est une tendance réelle, tu sais, puis ce collectivisme-là, c'est perdu, tu sais, puis ne serait-ce que cette volonté de création des États-providence, tout ça, dans les années 70, tu sais, il y a clairement quelque chose qui s'illustre en termes de mouvance sociale, tu sais, puis qui, après ça, tout le néolibéralisme des années 90 qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, on est vraiment dans une tendance plus me, myself and I, tu sais, puis même de anti-système, tu sais, avec ce qu'on voit aux États-Unis, puis la réélection de Trump, puis comme presque tout brûlé, tu sais, puis en même temps, les systèmes sont très perfectibles, comme on le sait nous-mêmes, qui travaillons dans le système de santé, mais quand même, tu sais, de vouloir tout brûler, puis d'oublier finalement les raisons pourquoi on a la mémoire courte des fois, là, les raisons pourquoi on a mis ça en œuvre. Mais là, bon, on est parti un peu du peuple québécois vers... Mais il y a beaucoup de choses qui sont rattachées malgré tout à l'intérieur de tout ça. Ouais. La scène que j'ai le plus aimée dans le livre, c'est page 73-74. Ah, merci de me donner la page, j'apprécie. C'est quand Michel reçoit son Tintin. 73-74. Ah, ouais. On n'a pas la même... Ah, non? Ah, non, peut-être pas. Ah, peut-être, oui. Michel reçoit son Tintin. Oui. Puis sa mère refuse de croire qu'il l'a lu très rapidement. Et elle le chicane comme du poisson pourri. Elle l'engueule comme du poisson pourri. Et finalement, il se réfugie avec sa grand-mère. Et puis là, sa grand-mère lui demande de lui lire l'histoire. Au lieu que ce soit elle qui lui lise le Tintin, c'est lui qui lit l'histoire à sa grand-mère. Oui. Puis, je sais pas, j'ai tellement trouvé ça beau parce que c'est tellement l'inverse finalement de sa mère qui est là, puis elle l'engueule, puis elle l'invalide, puis elle dit c'est pas vrai. Puis là, tu sais, c'est juste toute la douceur de s'asseoir puis dire raconte-moi ton histoire, puis s'intéresser à son enfant, tu sais, puis comprendre, puis explorer son univers avec lui, tu sais, puis ouais, cette scène-là. C'est un beau moment, hein? Ouais, c'est vraiment mon moment préféré de tout le livre. Et pourtant, c'est pas très long et complexe, là, mais... Puis qui n'a jamais lu une histoire à sa grand-mère le jour de ses 9 ans ne connaît rien du bonheur. Et donc, c'est pour ça qu'on est malheureux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un très, très beau moment. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est ce chapitre-là où il parle de justement son anniversaire et tout ça. Bon, c'est vrai que sa mère est... c'est une scène des belles-sœurs. C'est une scène des belles-sœurs. Qui fait chaud, puis tout le monde cuisine. Ouais. Puis, mais ça, il fait chaud et tout le monde cuisine, puis comme les madames sont contentes en dedans, là, ça me rendait heureuse.
Voilà, j'ai pas rien de plus profond à dire. En même temps qu'ils sont dans leur rôle très genré, c'est ça qui est un peu... Est-ce qu'on pouvait être heureux dans ces rôles-là, tu sais, puis après ça... Ben, je pense que oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais je pense que oui, surtout quand tu savais... Tu sais, ils savaient pas Quand tu connaissais mais oui, tu connais pas pas autre autre chose. chose. Fait que tu trouves ton bonheur dans qu'est-ce que t'as. Bon, en tout cas, moi, mon opinion personnelle, c'est Ben, je leur que je pense souhaite, que la parce que majorité sinon, des gens peuvent être heureux en faisant plein de choses. Puis que s'il y a un chemin qui se ferme pour toi puis que ça te force à prendre un autre chemin, je pense qu'en tant qu'humain, on est capable de trouver notre bonheur là-dedans, dans la majorité des ben, choses. sans avoir une vue ultra relativiste, là, tu sais, que genre, tout se vaut, là, tu sais. Ah non, c'est pas ça que je dis. OK, ben je t'écoute d'abord. Mais je dis pas que tout est égal. Je dis que c'est une capacité de l'humain Ouais. d'aller trouver des moments Ouais, appréciables OK. puis de trouver Même son compte dans le l'adversité. Oui, Ouais, OK. Ouais. oui. Puis surtout si tu connais pas ce que tu manques. Effectivement. Tu sais, je veux dire, oui, tout le livre, c'est des rôles genrés où est-ce que les femmes sont à la maison puis font de la cuisine, mais En même c'était temps, ça. c'est drôle parce que en fait, les seules héroïnes du livre, c'est tout le temps les femmes. Son Oui. père, On qui en travaille parle dans très une peu. Les hommes sont très imprimerie, absents. sa seule fierté, c'est de connaître la recette du rouge voyons, des soupes Campbell's. Je pense pas que c'est sa seule fierté. Mais non, mais comme, c'est ça qu'il utilise pour se remonter auprès de son fils, quand son fils fait comme mon père est juste un imprimeur. Là. Oui. Ben, comment tu veux... Tu sais, c'est la méthode pour un père de trouver une manière d'impressionner son enfant Ben oui. de 7 ans qui est triste de pas avoir un père explorateur. C'est ça, oui. Tu sais, je veux dire, il faut, là, et trouver une manière de trouver sa fierté. Un peu comme je disais, de trouver son bonheur. Tu peux trouver ta fierté dans qu'est-ce que tu fais. C'est un peu la fierté du travail bien fait. Puis c'est ça qu'il dit. Oui. Il dit, il faut pas qu'il y ait un seul Ah, changement puis de ton. qu'on peut être passionné par plein de choses. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que Michel devient primeur par la suite. Oui. Avant de devenir auteur. Ben, ou en tout cas, du moins. Il travaille dans les deux se superposent, tu sais, puis il est misérable, là, tu sais. Il déteste ça. Oui. Mais je suis d'accord qu'en fait, les hommes sont très absents là-dedans. Mais dans beaucoup... Sauf pour ses partenaires sexuels, mettons. Mais... Ou ouais, ses mais amis. Il parle pas plus beaucoup tard. d'eux non plus. Non, Puis il parle pas beaucoup de ses amis non plus. Non, il dit qu'ils existent. Exact. Qu'ils sont là. Exact. Mais on les rencontre pas comme personnages. On les explore pas non plus comme personnages au même titre qu'on explore sa mère, sa grand-mère, sa tante, quelques personnages petites voisines. Oui, pas Chantal Rouleau, Ginette Rouleau. Ginette Rouleau qu'on voit à répétition, qui est aussi là. Puis, fait qu'à part lui-même, Michel est entouré de femmes. Mais c'est ça aussi dans beaucoup de ses œuvres, puis dans ses œuvres les plus populaires. D'ailleurs, oui. Il y a les Belles-Sœurs symphoniques. Bientôt. Oui? Bon, j'ai acheté les billets, mais je ne sais plus c'est quand. Je pense que c'est en septembre 2025. Moi, je les ai jamais vus, donc j'ai jamais lu non plus. J'ai quelque chose à dire sur Est-ce que je devrais les lire d'avance, avant d'aller voir? Oui. OK, je vais les lire. J'ai vu la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs. Ouais. J'ai lu le livre. Puis j'ai joué un extrait quand j'étais au secondaire des Belles-Sœurs. Sur scène? Sur scène, au secondaire, là, mais juste un extrait. Puis, j'ai vu la comédie musicale Les Belles-Sœurs qui a été effectuée. Au cinéma? Oui. Oh. Et? C'était spécial. Parce que ce qui est intéressant dans Les Belles-Sœurs, c'est qu'elles parlent en chœur. Ouais. Pendant une bonne partie de la pièce, c'est le chœur de femmes qui s'expriment puis qui disent la même chose. Puis c'est un peu un écho au fait que toutes les femmes vivent la même affaire. La misère des femmes dans ce quotidien-là. Puis la monotonie de leur vécu, puis de qu'est-ce qui arrive. Puis je trouve ça intéressant, en fait, de la manière que dans le film, ils en ont fait une comédie musicale, mais en fait, c'est parce qu'ils ont gardé tous les chœurs originaux. Le texte, c'est le texte original. Fait qu'il y a eu des critiques parce que c'est un peu... Ça fait une espèce de clash bizarre d'avoir une espèce de comédie musicale en joual, là. C'est particulier. Mais il y avait quand même une petite partie de moi qui appréciait le fait qu'en fait, ils ont gardé le texte original puis qu'ils ont juste mis de la musique en arrière puis ils se sont dit, OK, ben quand les 12 femmes parlent en même temps, en fait, ils sont 8, là, mais quand les 8 femmes parlent en même temps, ben on va faire une chanson. C'est particulier. Je sais pas mais tu sais, le principe d'une comédie musicale, c'est quand même weird que... Oui, mais on dirait que ça clash moins que quand c'est en joueur. Début d'une phrase, tu te mets à chanter, ce qui n'a aucun sens, là, puis là, tout le monde se met à danser, puis il y a du monde qui pop des portes puis des fenêtres, puis tu sais, ça n'a comme pas rapport. Oui, là, mais j'apprécie beaucoup les comédies musicales, mais ça m'a beaucoup surpris, ce film. Mais j'ai apprécié parce qu'en fait, quand j'ai joué,
l'extrait, je jouais le rôle de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Peut-être Micheline. En tout cas, la jeune adolescente qui travaille dans un... Elle travaille dans un espèce de petit restaurant, là. Puis là, elle a un cœur à un moment donné où est-ce qu'elle se met à déblatérer, puis c'est comme une espèce de monologue sur tout ce qu'elle doit servir, puis les commandes de chacun des clients. Puis c'est à ce moment-là que ça m'a frappé dans le film, où est-ce que ils sont partis, puis elle s'est mise à chanter toutes les commandes des clients, puis j'étais là, oh mon Dieu, c'est le texte que j'ai déjà appris par cœur il y a 10 ans. T'as-tu chanté au cinéma? Non, je sais pas chanter je connaissais pas l'air, je connaissais que les mots, tu comprends? Mais en fait, je m'en rappelais plus des mots 10 ans plus tard. Bref. Voilà. Petit aparté sur les belles-sœurs. Ouais. Que j'ai... Petit revoir. Oui, j'ai bien hâte d'écouter. Mais est-ce que ça va être les belles-sœurs symphoniques de la comédie musicale du film? C'est la symphonique de quoi? Je ne sais pas. J'ai acheté les billets très rapidement. Donc, Tu voilà. m'en donneras des nouvelles? J'ai invité des amis pour y aller. Puis voilà. Bonne idée. Ouais, je ne sais pas si c'est les actrices simplement qui sont appuyées par, mettons, un orchestre symphonique versus, j'imagine d'habitude, c'est une bande sonore qui joue. Là, mais. Ouais, peut-être. C'est au Grand Théâtre. Là. OK. Ouais. Tu m'en donneras des nouvelles. D'ailleurs, parlant du joual. Oui. C'est ça, il y a des personnes qui n'aiment pas l'œuvre de Michel Tremblay à cause du joual. Moi, j'adore son œuvre parce que je trouve que c'est tellement agréable à lire, genre comme... Puis en fait, c'est pas que ça se lit, ça se dit à voix haute, je trouve. Oui, ça s'entend. Mais en fait, c'est parce que je trouve que c'est vrai. C'est authentique. Oui, ben oui, c'est exactement le Québec. Ben, puis en fait, c'est exactement le langage qui est parlé. Ou en tout cas, du moins, qui était parlé à l'époque. Oui. Disons qu'il y a certaines transformations. Là, moi, j'ai déjà entendu ce commentaire-là à quelques reprises. Puis ce qu'on me disait, c'est pas vraiment... C'est une parodie de ce qu'on dit. Mais non. Ben, mais je suis pas d'accord. Je suis d'accord que je pense qu'actuellement, en 2024, on a probablement un français plus international que qu'est-ce qu'on avait dans les années 60. Ouais. On a quand même plusieurs expressions puis plusieurs allitérations des mots qui sont très particulières à la langue française parlée au Québec. Puis je pense que c'est encore plus vrai quand on était dans les années 60, 70, 80, où est-ce que ce qui est écrit, je pense vraiment que ça se disait de même. Il y a bien des émites, là. Il y a bien des émites, puis demande à moment, puis tu sais, c'est comme ça que les gens parlaient. Fait que je pense que c'est un peu de rendre hommage à tous ces gens qui parlaient de même, puis aussi de pas ridiculiser ou encore de pas je pense que c'est jamais pour en rire. C'est pas pour en rire, mais mon point c'est que c'est de valider aussi que les gens parlaient de même puis c'était correct. Tout à fait. Que c'est pas parce qu'ils parlent de même que c'est des gens stupides ou que c'est des gens qui sont mauvais parce qu'ils n'ont pas eu de culture ou qu'ils n'ont pas de connaissances ou c'est juste des abrutis. Puis même si c'était le cas, c'est pas grave non plus. Mais, même si c'était le cas, c'est pas grave, mais je pense vraiment que de l'utiliser comme ça le rapporte dans cette espèce d'optique-là que c'est juste des gens et des personnes comme tout le monde. Exactement. Puis moi, ça me plaît. Oui, puis, tu sais, au même... Puis, encore une fois, tantôt, on parlait de l'homosexualité, mais moi, c'est ça, c'est ce courage-là, quand même, de Tremblay, dès son jeune âge, d'avoir été authentique, tu sais, puis d'avoir voulu écrire en joual. Puis moi, c'est cette force de caractère-là qui m'a... peut-être qu'il l'a tiré de sa mère, qui semblait en avoir toute qu'une aussi, là, mais en même en tout cas, qu'il l'a pas vécu autant, du moins, mais vraiment, c'est ça, d'être allé au bout de ses idées, tu sais, puis d'avoir dit non, moi, le joual, je pense que c'est correct, tu sais, puis de rendre hommage à ces gens-là, puis au même titre, de vivre son homosexualité, puis très tôt dans sa carrière, d'écrire des pièces comme Hosanna, tu sais, que c'est une travestie, puis qui couche avec un autre homme, puis il parle des hommes qui couchent ensemble dans le parc La Fontaine, puis des soirées de travestis, puis Gilda, puis tous les autres, puis c'est courageux, tu sais. Oui, c'est courageux, puis ça a dû lui amener une certaine part d'ostracisation, probablement. À l'époque, là? Je l'ai pas assez connu. Je sais pas. Je connais pas les critiques de l'époque. Je suppose que... Faudrait lire sa biographie. Je veux dire, tu peux pas écrire une pièce comme Hosanna, puis 3 ans avant, te faire répondre quand tu essaies d'avoir Orage sur mon corps, que... Ben, c'est pas 3 ans. C'est pas en termes de chronologie exactement. Ben, écoute, il était jeune adulte. Là. Il avait 17 ans quand il essayait d'obtenir Orage sur mon corps. 16. Ouais. C'est quand il a eu le droit d'accéder. Il y avait 16 ans. Mais là, après ça, quand il a publié, je pense qu'il était rendu un petit peu plus... Parce que, tu sais, on comprend que sa job d'imprimeur, sa mère est morte, tout ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est début vingtaine. Début vingtaine. Mais c'est drôle qu'il est à 2 doigts d'abandonner son... Ouais.
que malgré ça, tu sais, c'est ça, je dis sa force de caractère, mais malgré tout ça, on voit qu'il était Il allait abandonner. avant Ouais. compte pour buveur attardé. C'est ça, il croyait de moins en moins à sa capacité d'être publié. Il se trouvait un autre plan. Il savait pas qu'est-ce qu'il ferait, mais il réalisait qu'il pourrait faire quelque chose. Jusqu'à quel point il y a des artistes qui ont passé à côté de leur carrière en se convainquant qu'ils ne seraient jamais... Probablement beaucoup. Au lieu de vivre leur un peu comme tous passion, ceux qui ne percent pas, mais qui sont excellents. Là. Il y en a beaucoup, là, des gens qui n'atteignent jamais le succès ou la popularité. Pas popularité dans le sens star, reconnaissance, mais reconnaissance ou non, l'opportunité de toucher beaucoup de gens par leur œuvre écrite ou auditive. Oui. Tout à fait. Mais oui, moi, je pense que clairement, à l'époque, il a dû vivre une partie de stratisation. D'ailleurs, ça me surprend qu'il parle de son homosexualité, mais il parle pas tant que ça d'avoir été jugé ou ramassé ou mais non, tu sais, comme il en parle beaucoup, mais de manière très neutre. C'est quand même intéressant. Jugé, ramassé, tu veux dire... Pas à la bibliothèque quand il va chercher Orage sur mon corps, mais plus tard, là, il parle juste du fait « j'étais avec mon amoureux à tel endroit, puis j'étais dans une... » Puis c'est très... Qui n'aurait pas été lynché dans la rue, mettons. Non, ouais. Des années 60, 70, c'est quand même... Casser du gay, là, ça se faisait... Ça se fait même encore des fois aujourd'hui, mais... Puis alors qu'il l'était ouvertement, là. En tout cas, ce qui semble, ou du moins, peut-être dans son monde de théâtre, tu sais, ou d'auteur, qu'effectivement, tous les artistes sont à voile et à vapeur, là, mais non. Mais, je pense pas, là, mais... Non, bien sûr que non, mais je dis juste que, en tout cas, du moins, il y avait une ouverture déjà beaucoup plus grande dans ce milieu-là, puis il était dans une safe space. Oui. Mais c'est ça, il en parle quand il comme sa période de jeune adulte, de manière, tu sais, comme très claire, qu'il vivait de manière ouverte avec son homosexualité, puis il était en couple, puis il fréquentait des gens, puis il n'a pas l'air de le cacher de ses proches ou de choses intéressantes. Voilà. C'est une œuvre pas très longue. J'ai pas beaucoup de plus de choses à dire dessus. Je sais pas toi de ton côté. Non, on a abordé quand même pas mal les sujets que j'avais... Tu t'étais listé dans ta tête? Dans ma tête. Non, regarde, j'ai une liste. Ah, mon Dieu, wow! Tu vois, j'ai une liste. C'était quand la première fois que tu l'avais lu? Je l'ai lu au secondaire pour la première fois. Ah, bon, c'est ça. Okay. Œuvre obligatoire ou par plaisir? Je me rappelle pas. Parce que c'est ça, tu sais, j'aurais pas lu du Tremblay quand j'étais jeune. Ou en tout cas, c'est parce que je savais même pas que ça existait, tu sais. Ouais. C'est ça qui est triste. Puis là, bon, je le redécouvre plus tard, mais j'aurais aimé le connaître avant. Oui. Mais je trouve que c'est ça se lit très bien, qui fait plaisir au cœur. C'est 280 pages, mais vraiment, ça se lit tout seul. C'est très accessible puis très agréable. Puis en même temps, ça raconte, il se raconte lui-même, mais ultimement, il raconte une époque. C'est ça. Il y a de quoi d'universel dans le Québec qu'il raconte, puis qui, je pense, était le vécu de beaucoup de personnes, peut-être pas nécessairement à travers la lecture, mais du moins à travers ces personnages-là féminins, puis ce Montréal-là aussi de l'époque du début des années 60. Oui. Ben, sur ce, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Prochaine œuvre, on le sait pas. On sait pas prochaine œuvre. Il va falloir qu'on se trouve quelque chose. Très bien. Une bonne suggestion. Merci. Bye là.